L'analyse du mouvement à haute intensité doit être intégrée à l'éventail des bonnes pratiques en matière d'évaluation des blessures et de réathlétisation, car le contrôle des mouvements à faible intensité ne permet pas une bonne compréhension de la cause des blessures et de la manière de les gérer. La performance et la santé musculo-squelettique dépendent de l'interaction entre les composantes physiques. Cette interaction à son tour est basée sur les contraintes liées à chaque composante et sur les modes d'interaction entre ces contraintes. Dans un mouvement à faible intensité, cette interaction est différente à l'interaction à haute intensité. Il n'y a pas de transition progressive entre les interactions de faible et de forte intensité. La transition est soudaine et spectaculaire. C'est ce qu'on appelle une transition de phase. Les transitions de phase constituent le principal problème quand il s'agit de transférer l'entraînement vers la performance sportive et d'évaluer un athlète, même lorsque les postures de mouvement à faible et à forte intensité se ressemblent. Il peut y avoir une transition de phase entre les deux modes d'action, ce qui signifie qu'il n'y a aucune spécificité commune. L'analyse du contrôle à faible intensité ne permet pas de comprendre l'auto-organisation de l'organisme à haute intensité. Le rapport de force interne s'avère complètement différent entre les deux postures et les contraintes exercées sur le corps peuvent différer considérablement. Dans la course à haute intensité, le mouvement se construit du bas vers le haut, du particulier au général. Les interactions musculo-tendineuses contribuent à stabiliser les modes de contraction. Par exemple, le tendon d'Achille et les fibres des muscles solaires s'équilibrent pour favoriser la stabilité de la cheville. Les muscles s'influencent mutuellement par le biais d'aponévroses communes et les forces isolées sont modérées par les forces communes. Les forces communes orientées optimisent le transfert d'énergie alors que le contrôle du bassin constitue la base de lancement de ce transfert d'énergie. Grâce à cette compréhension des contraintes anatomiques, il devient possible d'analyser les mouvements et de définir avec précision les limites à la performance et les risques de blessure. Exemple avec la technique de course de cet athlète, victime par le passé de nombreuses blessures aux ischio-jambiers, nous permet de déterminer où se situent les lacunes en termes d'auto-organisation et les forces spécifiques qui s'appliquent à l'ensemble du corps, se traduisant par des tensions voire des blessures régulières aux ischio-jambiers. L'une des clés de l'auto-organisation en sprint est de créer des tensions autoprotectrices des muscles de la jambe pendant la phase de retour de la jambe libre, dans un timing précis qui entraîne une tension optimale juste avant le contact au sol. Après que le pied a quitté le sol, il n'y a pas de flexion immédiate de la hanche et le genou reste en arrière trop longtemps. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, notamment une mauvaise compréhension de la poussée. Par exemple, une intention de pousser trop marquée, avec en conséquence une application de force au sol qui se prolonge, comme chez cet athlète, qui placera la jambe d'appui dans une position qui compliquera le retour de la jambe libre. En raison d'une poussée trop longue et du mouvement de balancier circulaire, le bassin s'effondre vers l'avant au moment où le pied quitte le sol. L'antéversion du bassin, à ce moment précis, rend difficile la mise en tension élastique des ischio-jambiers. À l'ouverture de la jambe vers l'avant, l'ischio-jambier s'étire au moment même où il devient actif. Cet étirement des ischio-jambiers pourrait être contrebalancé par le positionnement indispensable du bassin en rétroversion, nécessaire pour corriger son inclinaison vers l'avant. Une onde de choc traverse les ischio-jambiers et ils ne sont plus en position pour fonctionner correctement. Cette analyse permet de formuler des recommandations pour l'entraînement et la prévention des blessures, notamment concernant l'amélioration de la technique de course, qui est essentielle à un entraînement de qualité. Il est important de comprendre que le bassin constitue une base de lancement pour l'auto-organisation du proximal au distal. Cela aidera à mieux appréhender les mécanismes sous-jacents aux blessures des tissus mous en sport. C'est la première étape afin d'éviter ces blessures. L'individualisation de l'entraînement constitue l'étape suivante de l'amélioration de l'efficacité en sport. L'analyse du mouvement devrait être à la base de l'individualisation. La compréhension de la course, du transfert des exercices vers la compétition et de la construction des patterns de mouvement sont des situations ouvertes et essentielles pour cette analyse.